Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc je m'appelle Jade Liqui, puis je suis agente en mobilité chez Équiterre. Je vais gérer en fait tous les aspects logistiques reliés au webinaire. Puis on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Jessie Caron et Maxime Dubois. Donc, Jessie est expert automobile chez CA Québec. Il coordonne les essais routiers de l'organisation et agit à titre de porte-parole pour les enjeux liés à la consommation automobile et à la mobilité, que ce soit par l'entremise d'entrevues médias et de conférences dans des événements comme les salons de l'auto. Maxime Dubois, quant à lui, est chargé de projet en mobilité chez CA Québec. En plus de participer à la réalisation d'essais de véhicules neufs, il coordonne la rédaction de capsules conseils diffusées dans 6 quotidiens. Il est également collaborateur régulier dans les médias et il travaille aussi à élaborer et à livrer des conférences dans plusieurs événements. Donc, lors de ce webinaire, tous les deux vont vous offrir plusieurs conseils en fait, afin d'amorcer votre magasinage ou de mieux profiter de votre véhicule électrique que vous possédez déjà. Nous tenons également à souligner que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la campagne Roulant électrique, qui est en fait une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques. Celle-ci est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, on veut vraiment que ce webinaire soit interactif. Donc, on vous encourage fortement à poser vos questions dans le QR situé en bas de votre écran ou sinon de lever votre main pour poser les questions vous-même. Quant à l'icône discuter, en fait, ça va être plus pour échanger avec les autres panélistes ou les autres participants. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à nos deux experts. Merci beaucoup, Jade, pour cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Jessie. Moi, c'est Maxime. Bien content que vous soyez là ce midi avec nous. Très heureux de vous recevoir dans nos chics bureaux de la rue Bouvier à Québec pour pouvoir vous parler de véhicules électriques. Alors, vous voyez le titre de la conférence, vos questions sur les VE, nos trucs et astuces. Donc, ce qu'on veut vraiment faire, comme Jade l'a déjà mentionné, c'est vous laisser la parole. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez quelques questions que ce soit. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On est équipé pour les voir passer les questions. Donc, on a préparé quand même un contenu sous forme de questions-réponses nous-mêmes pour essayer de rythmer un peu toute cette connaissance qu'on veut transmettre. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Dans le fond, l'idée derrière ça, Maxime, c'était vraiment de répondre c'est de faire suite aux questions qu'on reçoit déjà à CA Québec. Absolument, parce que, évidemment, le CA Québec, on a toujours en tête que c'est le remorquage, l'assistance routière, mais c'est bien plus que ça. Il y a un service qui est là justement pour répondre aux membres, donc des questions-réponses. Et parmi ces questions-là, on en a eu quand même plus de 45 000 appels et courriels l'an passé, juste pour avoir des informations. Donc, il y avait des questions des membres de CA Québec. Et il y en avait évidemment quand même plusieurs sur les véhicules électriques. Alors, on a quand même décidé d'en regrouper parmi ces 45 000 appels-là, beaucoup de questions sur les véhicules électriques. Alors, ce qui revenait plus souvent, c'est dit que si ça revenait plus souvent, ce n'était pas marginal, donc il y avait un besoin de savoir là-dessus. Il faut souligner aussi qu'on fait l'assistance aussi, on répond à plus de 13 000 appels pour le soutien qu'on fait pour le circuit électrique et Flow. Donc, ce sont dans nos bureaux qu'on peut faire ça. Alors, on a regroupé ça alors sous 4 grands termes. 4 grands termes, la recharge de véhicules électriques, les batteries et l'autonomie, l'entretien d'un véhicule électrique, parce que c'est bien beau l'acheter, mais on peut le garder longtemps après. Il y a des trucs à faire là-dessus. Et évidemment, les fameux rabais et incitatifs qui posent beaucoup d'interrogations. Alors voilà donc les 4 grands termes. Évidemment, on va pouvoir y aller à tour de rôle. Si vous avez des questions, comme on l'a mentionné en tout début, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. On va essayer de résumer, de faire ça le plus clair, le plus simple possible. Et surtout, il ne faut pas vous gêner. Hein? On dit souvent, j'ai une question niaiseuse. Non, ce qui est niaiseux, c'est d'avoir une question et de ne pas la poser. Nous autres, ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Inquiétez-vous pas, ça va nous faire plaisir. C'est notre job, on est bien content de le faire. Puis on va essayer que les réponses ne soient pas trop niaiseuses. Alors voilà, donc la recharge, on commence avec ça, donc des questions sur la recharge de véhicules électriques.
On l'entend souvent, celle-là. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire d'avoir une borne de recharge à la maison? Il y en a peut-être qui vont penser, qui vont se dire, ben moi, je m'achète un véhicule hybride rechargeable, la batterie n'est pas trop grosse, le temps de recharge me convient. Est-ce que je devrais quand même acheter une borne? Ben, selon nous, ça fait l'affaire. La recharge domicile et la recharge. Ouais, dans les deux cas, c'est important d'avoir les deux cas, ce sont de bonnes réponses. C'est bien d'avoir les deux, en fait. Effectivement, un véhicule hybride ou quelqu'un qui a une recharge disponible au travail, bon, c'est sûr que ça peut dépanner. Là, pourquoi on s'est dit, bon, mais je n'ai pas besoin, je peux juste avoir la prise, la niveau 1 qui vient avec le véhicule. Effectivement, bon, ça peut être très pratique, sauf que, bien évidemment, c'est peut-être pas l'idéal. Hein? Alors, parce que la borne niveau 2 va permettre d'avoir un entretien qui est beaucoup plus, une recharge qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus, on va appeler ça, qui va libérer l'esprit parce qu'on peut brancher la nuit, on part le matin, on n'a pas besoin de se soucier d'avoir une borne publique. Puis il y a une question de santé de batterie aussi. Hein? Oui, une question de santé de batterie parce que la recharge 120 volts, c'est pas très uniforme. Hein? C'est tellement, le courant est tellement faible pour pouvoir recharger l'ensemble de la batterie que les cellules ne reçoivent pas cette électricité-là de façon uniforme. Ce qui réussit le mieux, justement, à charger la batterie de la façon la plus égale possible, c'est une borne de 240 volts. C'est mieux qu'une recharge à 120, c'est mieux qu'une borne rapide aussi. Alors, effectivement, c'est vraiment pour nous indispensable ou à peu près quand on peut se permettre de l'installer, parce qu'on sait très bien que des gens qui habitent en ville, avec du stationnement en bordure de rue ou encore dans des édifices à plusieurs logements, parfois, ce ne sera pas possible pour eux de faire installer une borne. Mais tant que faire se peut, là, nous, vraiment, on le recommande chaudement. C'est pas très difficile à installer. Ça coûte de 800 à 1500 $ selon les options, la qualité de la construction, le boîtier, la flexibilité du câble pour nos hivers si on installe la borne à l'extérieur. Ça prend une installation professionnelle, par contre. Ça ajoute des frais. Mais globalement, le gouvernement donne 600 offre 600 de rabais. On pourra en parler un peu plus tard là, pour les bornes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. En fait, si vous avez de la place et une possibilité d'installer une borne et que vous songez à faire l'achat d'un véhicule électrique, calculez-la tout de suite dans le budget et vous ne le regretterez certainement pas. Une autre question. Toujours dans les recharges, alors, pourquoi me suggère-t-on d'utiliser une borne de niveau 2 au moins une fois par semaine, même si je roule très peu avec mon véhicule? Alors, une prise 120 volts peut me convenir. On vient d'en glisser un mot. C'est pour simplement ça, c'est que Jesse vient d'en parler, c'est pour la santé de la batterie à long terme, pour avoir une recharge qui est uniforme. C'est vraiment mieux de faire ça. Alors, allons-y. On a répondu un peu à la même question tantôt, mais c'est vraiment bien de le faire. Sinon, si vous, comme on expliquait, si vous êtes dans un endroit qui est un peu plus complexe pour que vous ayez accès à la prise, la borne niveau 2 au travail ou même à la maison, allez-y sur une borne que vous allez retrouver donc dans le circuit public en allant faire vos courses. Allez-y au moins une fois par semaine avec un niveau 2. Donc, en allant faire le shopping, les épiceries, il y en a partout. De toute façon, si vous avez votre application, vous allez les voir facilement. Et vous allez voir en même temps si elles sont disponibles ou non. Donc, c'est un jeu d'enfant, c'est très facile. Alors, l'essayer, c'est de l'adopter carrément. Donc, allez-y au moins une fois par semaine pour la santé, la durée de vie de votre batterie. C'est des choses qu'on n'aimerait pas changer rapidement sur le véhicule. Donc, on voudrait que la batterie soit aussi résistante que le reste du véhicule. Parfait. C'est un bon truc. Et là, j'ai l'air de ne pas regarder, de ne pas vous écouter, mais c'est parce que je regarde vos questions qui apparaissent sur mon téléphone, puis j'avais perdu un peu le lien. J'y suis revenu. Alors, M. Gilles Dion qui nous demande c'est quoi la pertinence de la thermopompe? Hein, la thermopompe, ça, c'est un accessoire qui est aussi indispensable ou à peu près que la borne. En fait, le véhicule électrique va fonctionner s'il n'y a pas de thermopompe. Et ce qu'elle vient faire, elle, c'est vraiment faciliter le chauffage, non seulement de l'habitacle, mais aussi le conditionnement et le chauffage de la batterie l'hiver. Donc, elle, vraiment, là, c'est un accessoire qui va venir ultimement prolonger l'autonomie, améliorer le confort à l'intérieur et réduire la dépense d'énergie nécessaire pour chauffer l'habitacle. Donc, on le recommande fortement. C'est de série dans plusieurs modèles, comme Hyundai, finalement, dans l'Ioniq 5 va l'offrir. Il y en a d'autres aussi qui vont le faire, mais il y a certains constructeurs, comme Kia,
vont la réserver aux modèles les plus chers ou aux modèles intermédiaires dans une gamme. Ce qui fait que, par exemple, quand on veut si on veut se procurer un Niro EV de base, on n'aura pas de thermopompe. Alors, on est obligé de payer plus cher à ce moment-là. Le fabricant, ça lui permet d'offrir un prix de départ qui est plus bas. Bon, effectivement, on ne dit pas que c'est à déconseiller, disons, mais ce n'est pas recommandé pour nous, notre climat. Hein. Ouais. Donc, si on demeurait dans un endroit où les températures sont plus stables et il n'y a pas d'écart de 60 degrés, comme chez nous, des moins 30 et des plus 30, ben, ça pourrait peut-être faire. Mais chez nous, disons que c'est un petit peu moins adapté pour notre climat. C'est ça. Donc, comment dire, ne lésinez pas là-dessus, n'hésitez pas. La thermopompe, là, prenez pour acquis que c'est beaucoup mieux de l'avoir. Ça va peut-être coûter plus cher dans certains modèles. Monsieur Simard, Jean-Pierre, qui nous demande, en fait, il nous dit certains conseils de recharger la batterie à 100 une recharge complète, alors que d'autres recommandent une recharge maximale à 80 Quel est le meilleur niveau de recharge? Ça, on va le trouver dans le livre le plus répandu sur la planète et qui est le moins lu, le manuel du propriétaire, parce que c'est jamais pareil d'un véhicule à l'autre, d'un fabricant à l'autre. Alors, effectivement, il y en a qui vont suggérer de ne pas aller au complet, d'autres aller jusqu'à un certain niveau, d'autres de laisser descendre un peu plus bas. C'est jamais pareil, mais c'est vraiment dans le manuel du propriétaire que vous allez avoir la réponse pour votre véhicule. Tout à fait. Et là, une dernière, un petit suivi sur la thermopompe. Est-ce qu'il y en a une dans la Bolt EUV 2023? Non, la Bolt et la Bolt EUV ne comportent pas de thermopompe. On sait que GM va remplacer bientôt ces véhicules-là par sa nouvelle technologie Ultium, qui, elle, sera probablement mieux équipée. Mais c'est à ce chapitre-là. Donc, avec la Bolt, c'est pas possible. Ça n'en fait pas un mauvais véhicule. Il faut juste savoir que peut-être qu'elle sera elle va peut-être un petit peu plus souffrir en matière de recharge, de la lenteur de la recharge et aussi en fait, du froid. Là, si le véhicule n'est pas branché à la borne, ça se peut que le froid vienne un petit peu réduire plus son autonomie que dans certains modèles, mais quand même, ça n'en fait pas un mauvais véhicule à considérer pour autant. Merci pour vos questions. Très, très agréable de pouvoir vous en jaser. Est-ce qu'on peut voyager avec un véhicule électrique sans changer ses habitudes? Question très fréquente, encore une fois, Karine. C'est quand même assez facile parce qu'on ne peut avoir des recharges à peu près partout. Alors, on peut presque ne pas changer ses habitudes. En tout cas, du moins, on les change beaucoup moins qu'il y a 5 ou 10 ans. Parce que maintenant, on peut le voir, il y a tellement de bornes, on a un réseau qui est, ma foi, fort bien garni. Je reviens encore à la fameuse application du circuit électrique. Le fait que regardez la carte des bornes et regardez combien il y en a au Québec. Et c'est quand même assez facile. Vous voyez avec un petit éclair bleu, vous voyez que ce sont des niveaux 3, donc des bornes rapides. Ceux qui n'ont pas ce petit éclair bleu, eh bien, ce sont des niveaux 2, alors des 240 volts. Il y en a vraiment donc partout, dans tous les coins du Québec. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, les véhicules ont une autonomie qui est plus grande. Il y a quelques années, on trouvait des véhicules qui avaient 150, 200, 250, 300 km d'autonomie. C'était le paradis. Maintenant, la grosse moyenne, c'est 400, 450. On voit du 500, du 600. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Donc, plus d'autonomie et plus de bornes, ben, on est gagnant sur toute la ligne. Oui, il y en a partout au Québec, puis on s'attend d'ailleurs à en avoir 2500 d'ici 2030, et ces chiffres vont probablement aussi être revus à la hausse. Aussi ailleurs en Amérique du Nord, il y a des investissements qui se font, on en voit passer. Donc, changer ses habitudes, on va planifier un peu plus, mais on va être capable de se rendre. Et la bonne nouvelle aussi avec ces réseaux publics-là, c'est que le circuit électrique qui est le plus fréquent au Québec, Flow, et ChargePoint sont interreliés. Donc, on a besoin d'avoir une seule application, celle du circuit électrique, pour accéder aux bornes du circuit électrique et de Flow. Et si on veut ChargePoint, ben à ce moment-là, on doit quand même utiliser cette application, mais au moins les fonds sont à l'intérieur d'un seul compte. Donc, on n'a pas besoin de jouer, de remplir plusieurs comptes avec sa carte de crédit. Parce qu'essayez pas d'arriver avec une carte de crédit à une borne. Du moins au Québec, c'est très, très rare que ça fonctionne comme ça, et certainement pas dans le circuit électrique ou dans Flow. Ayez par contre en main la carte d'accès à la borne, la carte de membre, et non seulement votre téléphone. Parce que le téléphone, à un moment donné, vous vous retrouvez dans un garage souterrain ou encore dans une zone où le signal est faible, vous essayez d'activer la borne, ça ne fonctionne pas. Ça se peut, le téléphone, la file peut être à terre, comme on dit en bon français. On peut faire son téléphone.
Oui, tout à fait. Des fois, l'application, le téléphone est fonctionnel, tout ça, mais l'application ne communique pas avec la borne. Ça aussi, ça m'est arrivé. À ce moment-là, j'ai sorti la carte, bingo, ça a fonctionné tout de suite. Donc, ayez les deux en main et vous allez probablement, comme tu dis, Max, je t'emprunte ton expression, toujours prudent, jamais malheureux. Tout à fait. Exactement. Parler du fait que quelqu'un veut emprunter votre véhicule électrique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui laissez la carte. Si cette personne-là n'a pas l'application, alors vous lui laissez la carte, ça va bien aller. Puis même si cette personne-là perd la carte ou quoi que ce soit, ben vous allez être capable de la dépanner en démarrant à distance avec votre téléphone. Donc, les deux vont au même compte, comme disait Jesse. Donc, c'est toujours prudent d'avoir les deux. Et c'est très, très, très facile de pouvoir gérer ce. Même si on dit, ah, qu'est-ce que je vais faire d'un coup, j'ai plus d'argent, tout ça. On peut gérer, on en met 50, 20, 30, on met de l'argent qu'on veut. Il y a plusieurs façons aussi. C'est vous qui allez gérer votre propre compte. Vous pouvez décider que lorsque vous arrivez avec un plancher de 10 on rajoute automatiquement un 10, un 20 ou un 30 ouais. Alors, et ça, vous pouvez l'enlever quand vous voulez. C'est très, très, très simple. Donc, la sainteté. Exactement. Et là, on voit ici à l'écran une borne de niveau 2. C'est juste pour vous présenter à quoi ça peut ressembler une borne du circuit électrique. Donc, celle-là, c'est des modèles qui sont assez courants. C'est généralement 1 $ de l'heure. Il y en a qui vont, il y a certains exploitants, parce que c'est eux qui fixent le prix, là, qui vont aller jusqu'à 3 $. Et j'en ai même trouvé encore une récemment qui avait gardé son tarif fixe à 2,50 et j'avais un Ford F-150 Lightning à l'essai. Donc, je l'ai laissé là 16 heures de temps et ça a coûté 2,50 pour recharger une batterie de 100 kWh et plus. Génial. C'était une aubaine, mais donc celles-là sont plus rares, mais ça peut encore exister. Donc, ça, c'est les bornes de niveau 2. Peut-être juste faire une petite précision là-dessus. Je reviens encore avec l'application. En regardant sur la carte, vous êtes capable de voir pour chacune des bornes le tarif qui se rapporte à chacune d'elles aussi. Oui. Donc, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Vous avez déjà d'avance le tarif pour chacune, simplement en cliquant sur la carte. Là, ça vaut son pesant d'or. D'ailleurs, pour pouvoir prolonger son parcours avec un véhicule électrique, c'est peut-être une bonne idée d'emprunter les routes secondaires. C'est sûr que quand on est habitué de rouler sur l'autoroute à la vitesse tolérée par les forces policières, c'est pas là que notre véhicule est plus électrique et le plus efficace. Par exemple, si on nous affiche, si par exemple on parcourt, oui, 50 km d'autonomie, peut-être que sur l'autoroute, on va voir l'affichage l'indicateur d'autonomie diminuer. Là, on a grossi un petit peu dans la présentation. On a dit que vous allez peut-être perdre 80 km d'autonomie, peut-être plus 60, 65, hein, si vous parcourez 50. Mais si vous les faites en ville, vous allez peut-être finalement juste perdre une quarantaine de kilomètres. Pourquoi? C'est que le véhicule électrique, lorsqu'il est en mode urbain, en milieu urbain, est capable de régénérer, donc de recharger sa batterie avec les fameux arrêts départ. Tandis que sur l'autoroute, il n'y a pas de chance. Hein, il n'y a pas de regen, donc le freinage régénératif. Ouais. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le véhicule électrique, c'est le contraire d'un véhicule essence. Le véhicule essence va consommer moins sur l'autoroute, plus en ville. Le véhicule électrique, lui, va consommer moins en ville et plus sur la route. Exactement. On parle encore de la recharge des bornes rapides, donc à courant continu. Ça, c'est celle qui est juste derrière nous, ici au bureau du 444 Bouvier. C'est une borne de 400 volts à 50 kW. Donc, ce sont les bornes, si on veut, les plus courantes ou les bornes qui ont inauguré l'effort de recharge rapide dans le cadre du circuit électrique. Maintenant, il y a des bornes de 100 kW. Il y en a même. On vient de lancer récemment des bornes à tarification, des bornes à puissance dynamique où 2 véhicules vont pouvoir se brancher. Ça peut être des bornes de 180 kW. Il va même y en avoir de 500 kW à puissance partagée. Et là, bon, vous irez voir sur le site du circuit électrique, il y a de très belles animations et des vidéos là, qui expliquent très bien comment ça va fonctionner. Donc, c'est un écosystème en constante évolution. On essaie de s'adapter aux besoins. Donc, je sais qu'il y aura de plus en plus de personnes propriétaires et conducteurs, conductrices de véhicules électriques. Mais là, dans le système classique, à un véhicule sur une borne à la fois, on a du 50, du 100 kW, ça peut aller jusqu'à 350 et les prix vont à la hausse à mesure que la puissance qu'on demande augmente. C'est des bornes qui servent pour se recharger, je ne dirais pas se dépanner, mais quand on fait des longs trajets. Hein, parce que utiliser ça de façon régulière, ça pourrait venir endommager la batterie. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est ça, parce que ça permet de surchauffer. D'ailleurs, c'est pour ça que les recharges vont
avec au moins 80 On va peut-être étirer jusqu'à 90 mais de 80 à 90 le courant va rentrer au compte-gouttes et la tarification va doubler, même tripler dans certains cas. Donc, tout ça, c'est évident pour vous inciter à, justement, faire de la place pour quelqu'un d'autre qui en aurait peut-être plus de besoin et justement, peut-être sauver aussi quelques années à votre batterie aussi. Et si vous faites ça à long terme, ça peut amener des surchauffe. Donc, allez-y. L'idée, c'est que, mettons que vous arrivez, je ne sais pas, il vous reste 30 de votre autonomie. Allez chercher un 30, peut-être un 30 avec cette batterie-là. Complétez la recharge avec une niveau 2 et ce sera, de toute façon, ça va aller très, très, très vite. On parle de toute façon à 80 entre 20 et 60 minutes, dépendamment de la taille de votre batterie. Mais allez-y avec parcimonie un petit peu, puis après ça, on va compléter en bonne et due forme avec un niveau 2. Parfait. Donc, pour revenir, là, je regardais pour répondre aux questions des publics. Il y a André qui nous demande est-ce que je devrais changer là, de véhicule parce que de commande, on suppose que c'est une commande que vous avez faite parce que la thermopompe n'est pas disponible dans le Volkswagen ID4. En fait, elle est disponible, elle est en option. Est-ce que les modèles qui sont acheminés ici sont livrés sans la thermopompe? Théoriquement, c'est possible de la commander. C'est 1 500 $ pour l'option de la thermopompe. Avant, elle était de série dans les modèles 21, 22. Maintenant, elle est optionnelle à 1 500 $ et on recommande vraiment, vraiment de dépenser. Malheureusement, c'est un surplus, mais de l'acheter. Et dans un Kona EV, Michel, oui, la thermopompe est maintenant de série, même dans le modèle Preferred, je viens de vérifier. Donc voilà, là-dessus, vous aurez l'esprit tranquille. Pourquoi certaines bornes rapides ne fonctionnent pas avec mon véhicule électrique? On en a glissé un petit mot, ouais. Évidemment, avec tous les nombres de puissance, on a glissé un mot, les 50, 100, 150, 200, 350 kW. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les véhicules, donc pas toutes les batteries qui sont capables de recevoir une aussi forte recharge. C'est ça qu'il faut vérifier. Là. Évidemment, tous les véhicules électriques vont accepter le minimum de 50 kW, qui est quand même pas si mal loin de là. Et on commence à avoir quand même quelques véhicules, évidemment des plus luxueux qui vont aller recevoir le 350 kW. Ce qu'il faut savoir, c'est évidemment, encore une fois, c'est le manuel du propriétaire qui va nous dire qu'est-ce qu'on est capable d'avoir au maximum. Mais évidemment, plus la borne est puissante, plus elle est coûteuse aussi. Ça coûte terriblement cher. Au niveau 3, on parle au minimum de 60 000 $. Ah oui, ça, on n'installera pas ça chez nous de sitôt, d'autant plus que ça prend une architecture, jusqu'à des bornes de 350 kW, on parle de 800 volts de tension. Il n'y a personne qui a ça dans son panneau électrique. Donc, on va s'en servir quand on fait des longs trajets, puis c'est tant mieux, c'est à ça que ça sert. Est-ce que mon véhicule électrique peut griller si la foudre tombe dessus? Vous voyez venir, c'est ça. Alors non, évidemment, les bornes de recharge, tout ça est relié à des disjoncteurs, ça va couper le courant, il y a des systèmes de protection. Mais si on a inscrit cette question-là dans le webinaire, c'est parce que quelqu'un nous a déjà posé. Absolument. Ça ne va pas mieux si vous avez la Ford Lightning. Oh, alors, voici la petite blague d'humour. Alors, une personne mal intentionnée peut-elle débrancher le connecteur d'une borne et ainsi interrompre la recharge pendant mon absence? On va dire non. Ouais. Parce que la plupart du temps, des véhicules, lorsque vous verrouillez vos portières avec la fameuse télécommande, évidemment, ça va verrouiller aussi le connecteur qui est dans le port de recharge. Sauf que vous pouvez le programmer aussi. C'est dans la programmation. La même chose comme lorsque vous barrez, vous verrouillez vos portes. Ben, après le deuxième coup, des fois, on peut entendre le klaxon. Des fois, ça fait le premier coup. Vous pouvez le décommander, ça aussi. Vous pouvez pas le décommander, mais c'est de le déprogrammer, désactiver. Alors, c'est la même chose. Normalement, les véhicules sont faits de série, arrivent avec une pré-programmation. Lorsque vous verrouillez, donc, le port de recharge est déjà verrouillé. Si ça ne l'est pas, ben, demandez à votre concessionnaire ou regardez, encore une fois, dans le manuel du propriétaire. Vous allez l'entendre, on va vous chercher les oreilles avec ce manuel-là. Tout! Ben oui, c'est là que sont les réponses. Moi, j'essaie des véhicules semaine après semaine, Maxime aussi, très souvent. Et à chaque semaine, à un moment donné, il y a une fonction, même si je suis habitué d'évoluer là-dedans. Il y a une nouvelle fonction, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne trouve pas la réponse. J'ouvre la boîte à gants. Des fois, je suis le premier, là, c'est moi qui déballe le manuel du propriétaire, mais ça me fait toujours plaisir d'aller fouiller là-dedans en attendant les enfants qui reviennent de l'école avec l'autobus. On peut prendre un petit 5 minutes à gauche et à droite puis trouver les réponses.
là-dessus. Alors, on change de thème, batterie et autonomie. Donc, on a glissé un mot quand même de ça à travers la recharge, mais on a des questions plus spécifiques. Est-ce qu'il faut finir notamment par remplacer la batterie à haute tension d'un véhicule électrique? Et très souvent manifesté par la plupart des gens qui ont évidemment les questions qu'on reçoit, mais aussi dans les salons. Salon du véhicule électrique, salon de l'auto aussi en général. Lorsqu'on fait des sorties, les gens c'est une des principales inquiétudes. La réponse, ben, c'est très rarement. En fait, ce sont des batteries qui sont généralement très durables, tout comme les moteurs électriques. Il y a beaucoup moins de mécanique là-dedans que dans un véhicule à essence. Donc, généralement, c'est très durable. Mais ce qui va arriver avec bon, la chaleur, avec le temps, surtout dans des endroits comme aux États-Unis, mais on n'a pas la chance, nous, d'avoir du 25 degrés à l'année. Donc, ça arrive moins ici, mais avec le temps, les batteries vont finir par se dégrader graduellement. C'est un peu comme les batteries d'un téléphone. Hein. Au début, on le charge une fois par 3 jours, puis ça va très bien. Puis à la fin, quand il y a 3, 4 ans, puis même des fois moins que ça, il faut le brancher sans arrêt. Alors, évidemment, ça ne sera pas le cas avec le véhicule électrique. Ça ne sera pas aussi rapide, mais ça va quand même se produire. Pour les modèles un peu plus vieux, on parle de 2 à 3 de perte par année là, de perte de capacité. Pour les modèles plus récents, c'est moins que ça. Donc, ça s'améliore sans cesse. Et il y a plein de nouvelles technologies de batterie qui s'en viennent aussi, qui devraient les rendre plus denses et plus durables encore. Mais pour l'instant, ça joue autour de ça. C'est ça. Donc, l'économie qui va baisser légèrement, beaucoup moins rapidement que le téléphone. Donc, il ne faut pas non plus s'en faire avec ça. Non. Il y a quand même des garanties qui sont là, qui sont ajustées. Il y a des fameuses garanties qu'on voit, les garanties contre la rouille de surface, la rouille de la perforation, la garantie sur le véhicule au complet, la garantie sur le groupe autopropulseur et des garanties pour les batteries, pour les véhicules hybrides et électriques. Alors, il y a une garantie spécifique pour ça. La plupart du temps, on a quand même des bons 8 ans, 160 000 km, des fois plus courtes, plus longues. Alors, c'est quand même assez intéressant là-dessus. Il y a des garanties, par contre, qui sont parfois un peu plus floues. On va vous promettre que oui, il n'y a pas de problème, c'est garanti. Votre batterie, si elle fait défaut, on va vous la remplacer, mais ça ne veut pas dire que ça va être une batterie qui va avoir 100 de la capacité. Elle ne sera pas nécessairement neuve. Et on vous promet peut-être un pourcentage. C'est Canto chez Chevrolet qui va vous garantir au moins 60 de la capacité d'origine. Mais il y a des particularités chez BM, chez Nissan et plein d'autres aussi. Alors, pour faire le détail là-dessus, on va où? Une étude annuelle de CA Québec sur les garanties de véhicules neufs. Ça, c'est nos collègues qui ouvrent justement pas mal plus qu'un manuel du propriétaire ou deux. Là, ils les consultent tous, les guides de garantie, soit sur le web en PDF ou encore des fois vont se procurer la vraie documentation pour trouver les réponses à ces questions-là. Et tout ça est colligé dans un tableau, tant pour les véhicules électriques, il y a un tableau spécifique, que pour les véhicules à essence. Donc, les couvertures sont là avec les petites exclusions. Pas toutes les exclusions, mais certains points importants à souligner. Donc, allez-y, c'est gratuit, même si vous n'êtes pas membre CA Québec, vous pouvez y avoir accès. Et André nous précise que le ID4 avec une thermopompe actuellement ne serait pas disponible au Canada. Il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement. Hein, on a vraiment entendu parler de ça. Donc, malheureusement, si c'est le cas, ben là, je vous dirais que ce serait peut-être dommage. Le véhicule est rempli de qualité, mais jusqu'à quel point ça va venir jouer sur justement sa capacité à conserver l'autonomie l'hiver, à réchauffer l'habitacle. On sait qu'en général, c'est vraiment un équipement qui vaut son pesant d'or. Donc, oui, peut-être que vous pouvez y penser 2 fois. Et c'est décevant que des véhicules destinés à un marché où le climat est nordique, comme le nôtre, ne soient pas équipés d'une thermopompe. Mais là, bon, est-ce qu'en Norvège, il y a une forte demande également? On sait que les véhicules électriques là-bas sont très prisés. Donc, on n'est pas tout seul non plus à vivre dans le froid. Donc, je pense que les constructeurs, il y a peut-être des planificateurs de produits qui font des cauchemars actuellement, parce que la demande est forte un peu partout. Est-ce que je vais pouvoir me rendre à destination l'hiver? Justement. Une crainte, encore une fois, très souvent manifestée. Alors, oui, vous allez pouvoir voir, mais avec un petit peu de planification. Encore une fois, effectivement, les autonomies vont perdre, les batteries vont perdre de l'autonomie l'hiver.
40 et du 50 on en a vu et on voit fréquemment, nous, avec les véhicules d'essai qu'on peut faire. Il faut dire que la température idéale, c'est entre 15 et 25 degrés pour un véhicule électrique, pour que la batterie soit à son meilleur, le plus confortable, le moins dérangé possible. Alors, oui, on peut le faire, puis encore une fois, pour la même raison que tantôt, plus facilement qu'avant, parce que les autonomies sont plus grandes sur les véhicules et on a encore aussi plus de bornes disponibles, donc un réseau encore qui est là. On a quand même des trucs, évidemment, pour peut-être amenuiser un petit peu, réduire, d'être peut-être plus à un moins 30 plutôt qu'un moins 50 d'autonomie. Et ça passe avant de partir, ça. Oui, il faut laisser la voiture tranquille. Quand on disait tantôt avoir une borne à la maison, on le recommande fortement. C'est aussi pour ça. Parce que quand le véhicule est branché, il se passe quelque chose dans la batterie, ça circule, l'énergie, et ça la préconditionne. Donc, le véhicule, la perte d'autonomie est amoindrie grâce à ça. Et quand le véhicule est branché, on peut aussi sortir notre téléphone ou aller dans le tableau de bord du véhicule et programmer pour une heure précise le préchauffage de l'habitat tout l'été, la climatisation, mais là, on parle de l'hiver. Le préchauffage. Et à ce moment-là, quand on part, le véhicule est déjà chaud et on a pris l'énergie, on a utilisé l'énergie électrique de la maison plutôt que de demander à la batterie de fournir le gros coup à donner là, pour défaire le bloc de glace quand il fait moins 20. Donc, finalement, là, il y a des trucs et on peut aussi baisser le chauffage, mettre la température à 18-19 au lieu de 22 à l'intérieur, utiliser plus les sièges chauffants, le volant chauffant, c'est moins énergivore que le chauffage, baisser un petit peu la ventilation aussi. Donc, il y a moyen d'amoindrir ça. Puis, à mesure qu'on roule souvent, au début, on se dit wow, j'ai perdu 30 35 d'autonomie, mais des fois, une fois que c'est réchauffé, on va rouler 20-25 km, puis là, l'indicateur d'autonomie va arrêter de diminuer, va rester pareil pendant quelques kilomètres, puis là, ça va finir par amoindrir la peur qu'on a eue au début. Pas de sorel. Non, mais en même temps, on ne se mentira pas, l'hiver, il faut calculer une perte d'autonomie, ça c'est sûr. Donc, il faut penser si on parcourt des longs trajets, qu'il va peut-être falloir s'arrêter un peu plus souvent et que la recharge sera peut-être plus longue parce que la batterie se protège elle aussi du froid. Donc, l'hiver, c'est peut-être pas aussi vite que l'été. Autre question qui arrive très souvent, qu'arrive-t-il si ma batterie tombe à plat? C'est la même chose que pour une panne d'essence. Hein? C'est très facile. Si vous êtes membre de CA, on laisse tomber absolument personne. Hein? Si vous êtes avec une pointerie un moteur essence, on va aller vous livrer de l'essence tout simplement ou on va vous remorquer à la station-service la plus près. Mais absolument, on a toujours de l'essence pour faire ça. Mais c'est la même chose pour un véhicule électrique qui tombe à plat. Je vais vous dire une chose. Ça arrive vraiment pas souvent. Les électromobilistes surveillent adéquatement et c'est facile de prévoir. Mais on peut être distrait, ça peut arriver aussi, il peut arriver quelque chose, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est il y a la recharge mobile qui est un beau projet pilote de CA Québec. Alors, si vous êtes dans le secteur Montréal, Québec, les environs, alors on peut se déplacer avec ce véhicule-là qui va vous permettre de transférer de l'énergie à la batterie, ou du moins le minimum que vous puissiez vous rendre à la batterie, à la borne de recharge publique la plus près. Ça peut être aussi plus près de votre domicile. Mais si jamais la recharge mobile n'est pas disponible dans le secteur où vous êtes tombé en panne, les membres de CA, donc on va aller vous chercher avec la plateforme et on va aller vous remorquer tout simplement et vous livrer à la borne la plus près ou à la maison. C'est vous qui décidez en fait. Alors, on laisse tomber personne. Il n'y a aucun problème. Mais je vais être franc avec vous. Ça arrive vraiment pas. Vraiment. Exactement. Maintenant, l'entretien d'un véhicule électrique, le temps file, alors on va quand même vous en parler. C'est important parce que quand on achète ça coûte cher. Bon, on veut économiser non seulement sur l'utilisation, il y a les rabais du gouvernement et tout, mais aussi l'entretien. On nous promet souvent qu'on va économiser des milliers de dollars là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Dans le cas d'un véhicule électrique, il y a quand même des économies à faire. Mais c'est pas sans entretien non plus. Non, effectivement, on va économiser. Il n'y a pas de système d'échappement. Bon, il n'y a pas d'huile à changer pour le moteur. Effectivement, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de corde à bougie et compagnie, il n'y a pas de réservoir d'essence. Mais il y a quand même des choses qu'on doit faire. Les fameuses plaquettes de frein. Oui, on a du freinage régénératif. On va donc moins utiliser les freins, mais si on les utilise moins,
il y a quand même un petit danger en ne les utilisant pas suffisamment ou régulièrement. Bien, ça peut venir à gripper un peu, à se coller. Et moi, j'appelle ça être engourdi un petit peu de ce côté-là. Donc, ça va être important de faire les entretiens de frein au moins une fois par année, peu importe le kilométrage que vous faites. À quoi ça consiste? On démonte les freins, on nettoie, on lubrifie et on s'assure que les plaquettes soient vraiment bien posées droites sur le disque, plutôt qu'elles crochent un peu et usées de façon inégale et être obligé finalement de les remplacer quand même. Donc, c'est super important de le faire. Alors, on économise, mais c'est important de faire ces entretiens-là. Regardez aussi de maintenir le système de refroidissement, tu m'as fait parler en parfait état, parce que quand avec un véhicule à essence, on n'a plus l'air climatisé après 4, 5, 10 ans, bon, on baisse la vitre, c'est pas plus grave que ça. Avec un véhicule électrique, il faut que le liquide circule par ce système-là pour aller refroidir la batterie. Donc, c'est très, très important que ça soit en bonne condition. La batterie, bon, le système est très roulant. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même de l'entretien à faire. Filtre en pollen, c'est chaud, filtre candidac, c'est plein de petites choses à faire. Puis évidemment, on va avoir des pneus à changer aussi, puis une suspension à long terme, puis tout ça à faire, la direction. C'est ça. Ça va venir à un moment donné. Donc, on tient ça en ordre. Avec un véhicule hybride classique ou rechargeable, ben, il y a la quincaillerie du moteur à essence, elle est là. C'est sûr que ça sert un peu moins, beaucoup moins souvent, surtout l'été. L'hiver, le moteur à essence va partir plus souvent pour réchauffer l'habitacle. Bon. Mais l'été, ça va servir moins souvent, mais il faut quand même s'assurer de respecter le calendrier d'entretien du constructeur pour que l'huile soit toujours assez fraîche à l'intérieur du moteur. Ça se dégrade de l'huile en vieillissant, ça perd ses propriétés lubrifiantes. Donc, même si on ne fait pas tourner le moteur trop souvent, il faut quand même le changer selon les modalités prévues par le constructeur. Donc, pas de passe-droit. Mais ça va peut-être être un petit peu moins souvent qu'un véhicule classique, mais il faut quand même suivre le calendrier. Le fameux 6 mois ou 18 km exactement. Ah, j'ai juste roulé 2000 km et peut-être 1000 avec l'essence en dedans de 6 mois. Il faut le faire pareil parce que le 6 mois est arrivé. Même chose, si vous faites votre 10 000 kg en 3 mois, il faut le faire. Alors, c'est toujours le premier des deux atteints. C'est ce qu'il faut se rappeler. Qui peut entretenir un véhicule électrique adéquatement? À ce moment-là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Et nous, à CA Québec, on en a quand même 350 de ces solutions-là. Les garages recommandés, il y en a, et il y a quand même plusieurs qui sont spécialisés dans les véhicules électriques, des véhicules hybrides. Alors, des techniciens qui ont des formations qui sont très, très, très sévères, très strictes, parce qu'il faut savoir que les baies de service, les équipements et la façon de faire est très différente. Il y a des choses qui sont très particulières et en grande partie du côté de la sécurité. Alors, ces véhicules-là peuvent être peut-être, j'aime pas dire dangereux, mais ils peuvent jouer certains tours si on ne sait pas comment les prendre adéquatement. Donc, une fois qu'on sait ça, donc avec des techniciens qui sont bien formés avec les façons de faire adéquates, ben, il n'y a aucun problème. Ces gens-là peuvent faire l'entretien. Mais votre atelier de confiance peut le faire aussi. Lorsque c'est le temps, exemple, on parlait tantôt de changer une suspension, ben, ça peut se faire. Des plaquettes de frein, ben, n'importe qui peut le faire adéquatement là-dessus. Il faut faire attention aussi que des fois, on veut trouver des problèmes, on a des cas d'anomalie, on a un témoin d'anomalie, le fameux check engine, il s'allume au tableau de bord, puis on va vouloir diagnostiquer ça. On peut s'acheter un appareil de diagnostic sur Amazon ou sur eBay à 25 $, mais peut-être qu'il va nous dire le code T801, ça veut dire telle soupape est défectueuse, mais comment on fait pour comment on fait pour trouver la solution au problème? Ça prend des gens qui sont capables de faire un bon diagnostic. Alors, il faut faire attention à ça, puis c'est pour ça que les garages recommandés ici à Québec, ceux qui sont aussi en formation avec compétences VE, notamment, vont être capables d'aller poser les bons diagnostics. Parce que déjà, ces appareils-là ne peuvent peut-être pas nécessairement, ceux qui disaient qu'on peut acheter à bon marché, trouver un diagnostic, mais même s'ils trouvaient le bon diagnostic pour réparer, ça ne répare pas cela. C'est ça l'affaire. Donc, il faut prévenir.
Il faut faire respecter un véhicule, soit un véhicule d'occasion ou encore un véhicule avant de partir en vacances. Là, ça s'en vient. On peut aller dans un des 21 centres d'inspection automobile agréés de CA Québec. On en a un peu partout dans la province. On peut aller dans les garages recommandés ou chez un atelier de confiance aussi, quand on sait qu'il est bien équipé. Là, on vous montre ici la grille de l'inspection maxi-route hybride ou électrique. Donc, une inspection spécifiquement dédiée aux véhicules électrifiés. 180 points qui sont vérifiés. Le véhicule est conduit sur la route par le technicien ou la technicienne. Tous les modules sont balayés. On va même jusqu'à vérifier l'épaisseur de la peinture, ce qui nous donne un indice. Quand la peinture est plus épaisse qu'ailleurs, c'est probablement que le véhicule a été repeint, donc peut-être accidenté. Alors, c'est quand même une inspection qui est très, très étoffée. Tout à fait. Donc, c'est l'inspection la plus complète que vous pourriez avoir. Pourquoi les pneus d'un véhicule électrique sont-ils moins résistants? Ben, il y a deux coupables. Oui, c'est évidemment le Maxime, on t'entend pas bien. Pardon? On t'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, pour toi, c'est bon. Ah, OK. On est juste à côté de l'autre. Alors, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez oui, bien? c'est bon. OK, là, c'est bon. Merci. Un petit peu. Alors, les deux coupables pour l'usure des freins plus rapides, il y a le poids. Évidemment, les batteries sont extrêmement lourdes. Donc, si le véhicule est plus lourd, ben, les pneus en souffrent, évidemment. Et il y a aussi le couple qui est très généreux. On l'a essayé. Si vous avez déjà conduit un véhicule électrique, vous le voyez, c'est très enivrant dès que vous appuyez le moindrement sur l'accélérateur, pas sur le gaz. Ben, vous allez voir qu'on a immédiatement du couple. Et ça, ben, disons que ça vient manger beaucoup rapidement la semelle, donc la bande de roulement. Donc, ce qui est super important, c'est de faire le parallélisme, le fameux alignement, donc au moins une fois par année, garder une pression des pneus, évidemment, fort adéquate. Et c'est surtout, il faut faire aussi, c'est évidemment avoir l'indice de charge lorsque vous allez changer de véhicule. Donc, si vous devez changer de marque de pneus, ben, assurez-vous d'avoir le bon indice de charge. Vous voyez toujours, on suit toujours au premier chiffre, hein, les trois premiers, la largeur de la semelle, la hauteur du flanc et la grandeur de la roue. Mais après ça, souvent, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lettre et un chiffre. Ben, la lettre, c'est la cote de vitesse, mais le chiffre, après, c'est l'indice de charge. Et c'est ça qui est super important. Si vous voulez économiser quelques dollars au départ, vous pouvez prendre l'indice de charge un peu plus bas. Vous voyez, c'est le même prix, c'est la même grandeur. Payer 25$ de moins du pneu. Alors, je vais faire ça. Mais vous allez voir que le pneu va fondre comme neige au soleil parce qu'il n'y a pas le bon indice de charge. Donc, le pneu va fondre. Puis surtout que la sécurité va être compromise aussi parce que le pneu, s'il n'est pas capable de le tenir comme il faut, le véhicule, ben, vous allez voir que ça va être un pneu qui va être plus facilement, qui va louvoyer un peu et lors des manœuvres d'urgence, ben, vous n'aurez pas le même comportement aussi. Donc, faites bien attention à ce que c'est ce qui vous relie à la route et vous allez voir aussi que ça peut avoir une autre incidence. Un traitement anti-rouille pour un véhicule électrique, est-ce qu'on peut prendre un peu n'importe quoi? Un traitement de véhicule il faut le faire, le traitement anti-rouille. On ne prend pas n'importe quoi. On va prendre un traitement anti-rouille à l'huile et on va le faire dans un atelier qui connaît ça, qui est habitué de faire ce type de véhicule-là. Nous, on pourrait parler entre autres d'anti-rouille métropolitain qui est recommandé par le CAA. Oui, pour le produit, mais aussi pour la méthode d'application. Et c'est là qu'il faut mettre 2, 3 et 4 pour le souligner à plusieurs reprises. Parce qu'il y a certaines composantes, les fameux gros câbles orange, on ne doit pas y toucher à ceux-là. Il ne doit pas avoir de produit d'anti-rouille sur ce véhicule-là. Donc, c'est important de savoir quoi faire. Anti-rouille à l'huile, bien important, une fois par année. Oui, une fois par année. Vous avez le droit d'y aller, là. Nous, on entend, là, on a entendu au Salon du véhicule électrique à Montréal, plusieurs personnes venir nous dire que le concessionnaire leur interdisait ou leur disait vous ne mettez pas d'anti-rouille là-dessus, ça va annuler la garantie. Ce n'est pas vrai. Dans les manuels du constructeur, des fois, on va dire que ce n'est pas nécessaire. Et nous, on sait qu'au Québec, l'acier a beau être galvanisé, il y a beau avoir des joints scellés pour faire de l'anti-rouille à l'usine, mais c'est souvent insuffisant. Donc, oui, faites-le passer à l'anti-rouille selon les bonnes méthodes. Et plus, pas juste une fois, allez-y à toutes les années. Moi, j'aime ça, comme j'aime dire,
Je ne mets pas de la crème solaire juste une fois au mois de mai, puis c'est fini pour l'été. Pour en mettre régulièrement. Exactement. Alors voilà, rabais incitatif. Merci d'être encore avec nous, de nous suivre. Le temps file encore une fois. Donc, pourquoi tous les véhicules électriques d'occasion ne sont-ils pas admissibles à un rabais gouvernemental? Ben, c'est parce que le gouvernement a fait ça un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Là. Donc, ça marche pour les véhicules 100% électriques seulement. Donc, oubliez l'Outlander PHEV, par exemple, ou une vieille Volt. Une vieille Volt, ça serait encore pire parce que le véhicule doit avoir 3 ou 4 ans, pas plus, pas moins. Il faut que ça provienne de l'extérieur du Québec parce que le gouvernement ne veut pas verser 2 rabais pour le même véhicule. Ça doit se faire chez un commerçant. Une garantie doit être valide. Là, si je continue comme ça, là, à un moment donné, j'aurai plus de registre parce que je monte le ton à chaque nouvelle condition. Donc, il y en a pas mal. Hein. Oui, oui. Ouais. Mais ça existe quand même. Ouais. Il y a certains véhicules, si vous êtes chanceux, vous allez en trouver un. Ouais. Puis, il y a des commerçants qui se spécialisent dans l'importation d'autres de véhicules d'ailleurs au Canada pour pouvoir correspondre à ces termes-là. Pour les rabais gouvernementaux pour les véhicules neufs, ben, grosso modo, 5 000 du provincial sur un véhicule électrique dont le PDSF est inférieur à 65 000 c'est plus 60, c'est 65, mais on tarde à mettre les tableaux à jour sur le site du gouvernement. C'est peut-être fait, là, je n'ai pas vérifié hier ou il y a quelques jours, mais bon, on sait que c'est 65, donc tant mieux parce qu'il y a de plus en plus de modèles qui sont rendus là. Et 5 000 pour un véhicule hybride rechargeable qui a une batterie suffisamment grosse, ou 2 500 pour un hybride rechargeable avec une batterie de 15 kWh ou moins. Le gouvernement du Canada ajoute 5 000 pour des véhicules 100% électriques et les hybrides rechargeables qui ont plus de 50 km d'autonomie, 50 km et plus. C'est 2 500 pour l'autonomie de 50 km ou moins. Et ça, ben, allez sur les sites des gouvernements, vous allez trouver toutes les conditions et toute l'information là-dessus. Il y a aussi des rabais pour les bornes. Oui, on en a mis ça le mot tantôt. En fait, il faut faire un remboursement de 600 pour l'achat et l'installation d'une borne niveau 2. C'est applicable seulement après l'achat d'un véhicule 100% électrique ou évidemment hybride rechargeable. Évidemment, si vous n'avez pas encore reçu votre véhicule, vous l'avez acheté, le moindrement, ce qu'on va avoir besoin comme preuve, c'est le numéro de série de votre véhicule. C'est ce qui va expliquer. Et évidemment, c'est ça, preuve d'installation requise pour avoir droit aux 600 $. Et ça, c'est pas écrit très gros, mais quand on regarde dans les normes là, vraiment du gouvernement là-dessus, oui, l'installation professionnelle est requise. À CA Québec, si vous êtes membre, on vous donne accès à d'autres rabais. Allez sur le site Rabais Dollars CA Québec pour les trouver. 100 $ chez Léviton, 3 % chez Lumen. Donc, il y en a pas mal. Et là, en rafale, on va prendre vos questions parce qu'il reste quand même peu de temps. Alors, on a Ghislain ici qui nous revenait sur l'autonomie, qui nous demande est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour un modèle avec plus d'autonomie. Donc, on parle ici, Ghislain nous dit ça coûterait 4 000 $ de plus pour avoir un modèle avec 55 km de plus. Mais ça dépend de ce que vous faites. Hein. Si vous avez des trajets prévisibles, que vous n'avez pas nécessairement souvent besoin de vous éloigner ou encore que vous avez le temps de vous arrêter, ce n'est pas 55 km qui va changer grand-chose. Mais si vous êtes souvent sur la route, vous avez besoin l'hiver de rouler beaucoup avec votre véhicule, ben, dites-vous que ça peut vous donner un petit coup de pouce là, quand même. Mais 4 000 $ pour 55 km, ça paraît quand même un certain montant. Ultimement, vous allez peut-être être gagnant, mais en avez-vous vraiment besoin? Effectivement. Jessie amène un bon point là-dessus, sauf si on veut regarder de l'autre côté, vous n'êtes pas l'avocat du diable. Je vais regarder de l'autre côté. Si on regarde à long terme, vous allez perdre un peu d'autonomie avec votre batterie. Et si on regarde dans 5, 6, 7 ans, ben, si on regarde maintenant, 2023, si on regarde des véhicules de 2018, 2017, des véhicules qui avaient 150, 175, 200 km, la SPV, là. Pas sexy vraiment à regarder. Là. Si on regarde ça, ben là, j'aimerais ça avoir plus un 300, tout ça. Donc, peut-être que c'est mieux. La balle est dans votre camp, mais il y a du pour et il y a du contre. C'est ça. Avec un iPhone 7, il sera possible pour lui d'utiliser les applications de suivi de son véhicule. Encore là, on n'a pas la réponse pour tous les types de téléphones, mais c'est sûr qu'un iPhone 7, ça commence à, comme dit ma belle-mère, avoir du poil aux pattes un peu. Hein, ça commence à être un petit peu vieillissant. Donc, peut-être que oui, avec certaines applications, mais là, si les mises à jour se font, ça se peut qu'à un moment donné,
ça ne fonctionne plus. Mais bon, vous pouvez toujours l'essayer. Vous pouvez quand même si vous n'avez pas le véhicule, aller chercher l'application. Souvent, c'est gratuit, puis vous allez voir tout de suite si ça va fonctionner. Richard Couture nous dit que tout le long de la 401 en Ontario, il y aurait de la recharge rapide sans frais. Ça fait longtemps que j'ai parcouru cette route-là, mais c'est quelque chose qui est à vérifier. Je sais qu'effectivement, il y a des bornes dans les on-route, les centres de service. Je sais aussi, par contre, que durant les week-ends très achalandés l'été, elles sont débordées de files d'attente, ces bornes-là. Donc, tant mieux si c'est gratuit, mais encore une fois, planifier les déplacements pour les heures. Et, oui, oui, tout à fait. Excellente remarque. André qui nous revient avec une question sur l'antirouille. Donc, lui, on lui a proposé un antirouille qu'on dit permanent, là, en démontant les pièces. Donc, un antirouille qui serait fait une seule fois. Est-ce que c'est bon? La garantie de 10 ans serait assortie à ce traitement-là. Ah, est-ce que c'est une bannière? Est-ce que c'est un garage une fois? Si ce garage-là ferme, la garantie n'est pas transférable. Hein? C'est pour vérifier. Une garantie, peut-être que 10 ans, il peut y avoir certaines pièces, qu'après 3, 4, 5, 6 ans, il y a encore du traitement sur certaines pièces. Il peut y en avoir aussi à d'autres. Donc, c'est important de faire une révision année après année. Nous, ce qu'on recommande, c'est un antirouille à l'huile qui va bien pénétrer et le répéter une fois par année. Peut-être que c'est très bien aussi, mais si c'est un garage, one shot, une fois, en fait, vous allez devoir faire des retouches. La crème solaire, tu l'as dit tantôt, des retouches parce que vous allez rouler. À un moment donné, le produit va commencer à s'effriter derrière les roues. Il va en manquer. Puis d'ailleurs, dans le contrat de garantie, souvent, c'est nécessaire et c'est obligatoire d'avoir des inspections et des retouches, sinon la garantie tombe à l'eau. Alors, vu qu'il faut de toute façon répéter, pourquoi pas aller avec un traitement anti-rouille à l'huile? Puis à un moment donné, dans 5, 6, 7 ans, si vous roulez moins, là, vous passerez un traitement aux 2 ans. Tandis que si vous avez payé la totale au début pour l'anti-rouille permanent, puis là, vous sautez une inspection, la garantie tombe à l'eau, ce n'est pas ce qu'on recommande en premier. Alors voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie de votre généreuse participation. Plusieurs questions très intéressantes. De lire vos questions. Toujours intéressant aussi. Il y a de l'interaction. On espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, vos interrogations. Sinon, ben, on a peut-être pu alimenter un peu justement. Puis évidemment, si ça vous tente de continuer pour des questions, si vous en avez, le service conseil en mobilité chez CA Québec, si vous êtes membre, ben, on peut prendre des questions tout à fait gratuitement. C'est inclus dans votre adhésion, dans votre abonnement. Donc, c'est bien. On a plein de contenu supplémentaire sur notre site, des balados-diffusion aussi, caquebec.com, mobilité électrique. Merci encore pour votre écoute. Et là, je pense que j'ai fermé la présentation un petit peu trop vite parce que Jade avait des petites choses. Je vais vous ramener là-dessus. On va laisser partir Maxime parce qu'il est très populaire. Hein? Il y a une chronique à la radio dans 15 minutes, alors on va le laisser aller. Merci à vous, la prochaine. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de repartager cette présentation que j'ai fermée un petit peu trop rapidement. Alors, voilà. Ah, merci, Jessie. Bon, en tout cas, c'était vraiment une conférence, un webinaire très, très intéressant et riche. Donc, merci beaucoup à vous deux, Maxime et Jessie. Puis, on espère que vous avez apprécié ce webinaire et que vous repartez outillés. En fait, vous allez recevoir un courriel demain comportant le lien du webinaire pour le revoir en rediffusion, mais aussi un sondage d'appréciation. Donc, vos retours sont vraiment très importants et ça va nous aider à améliorer nos prochaines activités. Donc, on aimerait vraiment que vous le remplissiez. Et sinon, pour plus d'informations sur les véhicules électriques ou pour participer à d'autres événements de la campagne, en fait, vous pouvez toujours visiter notre site internet, donc www.roulantélectrique.ca. Puis notre prochain webinaire, ce sera avec Hydro-Québec, donc en fait sur les besoins énergétiques en lien avec l'électrification des transports et on a plusieurs autres activités dans notre calendrier, donc au plaisir de vous revoir. Puis merci encore beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. Merci, au revoir. Au revoir.